Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la signature électronique et plus particulièrement comment l'intégrer dans votre écosystème métier. C'est vrai que quand on parle de signature électronique aujourd'hui, on parle souvent du fait de signer plus rapidement un document. Mais finalement, le sujet va un petit peu plus loin que cela, parce que la signature électronique induit la fluidification des processus, que ce soit réduire le temps de contractualisation, qui est un sujet important pour nombre d'entre nous, euh, améliorer l'expérience client ou collaborateur, limiter les risques juridiques et évidemment répondre aux exigences réglementaires croissantes. Donc pour nous, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est assez simple. On souhaiterait, avec François-Xavier, vous partager une vision claire, concrète et pragmatique de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans un projet de signature électronique ou bien d'accélérer ce projet de signature électronique et de transformation digitale quelque part. Donc, avant de commencer, je suis Laetitia Korn, VP Marketing de Signature Hill Group, et j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec François Xavier, qui est account exécutive au sein de notre organisation. Pour l'agenda d'aujourd'hui, on va revenir ensemble sur pourquoi la signature électronique est aujourd'hui quasiment incontournable dans un grand nombre d'organisations. On verra pourquoi certains projets fonctionnent très bien. Et puis aussi, on vous partagera finalement les points de vigilance, hein, quelles erreurs éviter quand vous vous lancez sur ce type de projet. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur les différents types de signatures électroniques. On peut penser que toutes les signatures électroniques se valent. Évidemment, ça n'est pas le cas. Et bonne nouvelle, hein, c'est pas toujours le modèle le plus enfin le plus qualifié en tout cas qui fait foi dans les échanges. On regardera ensemble sur quel use case il faut appliquer quel type de signature. Comment garantir la sécurité et la conformité, ça c'est une des fondations du sujet. Et puis ce qui va être extrêmement intéressant, c'est qu'on va vous partager ensemble des cas d'usage concrets d'entreprises, que ce soit dans le secteur de la finance, des RH, de l'hospitality, pour que chacun puisse se projeter dans ses usages. Et puis évidemment, on se laissera un petit peu de temps pour une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. On essaiera avec François-Xavier de traiter un maximum de questions d'ici à la fin du webinaire. Et si c'est pas le cas, on fera en sorte de revenir vers vous point à point. Commençons donc par le premier point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est que la signature électronique, aujourd'hui, c'est plus seulement un sujet IT et juridique, c'est vraiment un sujet business. Et pourquoi? Finalement, si on fait un tout petit pas en arrière, elle va répondre à des enjeux qui sont très importants suivant les départements auxquels on s'adresse. Si on prend typiquement le cas des organisations commerciales, quand un contrat va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à être signé, bah, ça va évidemment créer de la tension, mais surtout, ça va directement ralentir le chiffre d'affaires. Donc, la signature électronique est vraiment un accélérateur intéressant. Côté RH, finalement, en interne, dans l'usage des organisations, c'est assez similaire. Si on pense à l'onboarding d'un candidat, la signature de contrat, la signature des avenants, la fluidité administrative interne propre à une organisation a un réel impact sur l'expérience collaborateur. Et puis évidemment, quand on parle de signature électronique, il y a l'engagement réglementaire. Aujourd'hui, entre IDAS, les réglementations RGPD ou encore le sujet de la souveraineté des données, cette notion devient de plus en plus structurante dans nombre d'organisations. Donc finalement, les entreprises d'aujourd'hui ne vont plus uniquement digitaliser pour gagner du temps, mais elles vont le faire pour mieux opérer dans chacune de leurs fonctions métiers, que ce soit pour être plus fluide, plus sécurisé ou plus conforme suivant leurs opérations. Et puis ce qui reste quand même fondamental, c'est pour améliorer l'expérience client et collaborateur. Donc ça, c'est la vertu de la signature électronique.
Maintenant, si on reste pragmatique, bon nombre d'organisations ne sont pas encore nécessairement équipées de ce type de solution et les parcours papier peuvent persister. Donc, si on se remet finalement dans un processus de parcours papier, bah, c'est souvent assez long et laborieux. On va imprimer le document, on va le signer, on va le scanner, on peut oublier de répondre. Ça repart en validation. Parfois, la version devient obsolète. Et finalement, ça, c'est pas exactement anodin. À titre personnel, on y est tous confrontés, mais si on multiplie ça fois 10, fois 100, le coût finalement devient énorme. Et ce n'est pas qu'un coût financier. Le temps est perdu, mais ça génère aussi de la frustration, des erreurs, un manque de visibilité, une mauvaise expérience client qui reste quand même la clé de la fidélité que l'on peut engager sur des processus de business et parfois même d'un risque juridique. Parce qu'un document qui va être mal conservé, mal tracé, mal signé peut concrètement être un réel problème plus tard. Donc finalement, remplacer le papier, c'est important et c'est bien souvent un soulagement. Mais le réel enjeu, ça va être de pouvoir fluidifier le processus documentaire qui est remplacé sur ce point. Donc, une fois qu'on a brossé ensemble finalement la vertu de la signature électronique suivant les différentes fonctions métiers des organisations et le fait de pouvoir se passer des processus papier comme on vient de le voir ensemble, ce qui peut être intéressant, c'est de vous partager également 5 points de vigilance quand vous vous lancez sur ce type de projet. Le premier point de vigilance, ça peut être la signature électronique, c'est quand même un sujet qui a déjà été mis en œuvre par de nombreuses organisations avec de nombreux fournisseurs. Ce serait de penser que tous les outils se valent. Euh, Pas exactement. Vous allez retrouver de réelles différences entre chacun des acteurs, notamment quand vous allez vous porter sur les sujets de conformité, de sécurité et des niveaux disponibles de signature suivant les différentes plateformes, ainsi que leurs valeurs probantes. Donc, on y revient dans quelques minutes sur les différents niveaux de signature et les cas d'usage, mais ça reste un point important de pouvoir comparer les choses dans des périmètres équivalents. La deuxième erreur, ce serait de se dire que on effectue un choix via le prix. C'est un marché effectivement compétitif qu'on peut qualifier de mature. Pour autant, si demain un litige a lieu, le prix marginal de la signature, eu égal au coût réglementaire d'une difficulté sur un contrat ou sa valeur probante peut vraiment remettre en question l'investissement de départ. Donc, ça reste finalement un point de vigilance important lorsque vous étudiez les différents fournisseurs. Le troisième point, finalement, on l'a légèrement effleuré ensemble, c'est de sous-estimer l'environnement réglementaire et de conformité dans lequel les organisations évoluent avec ce que requiert IDAS ou d'autres obligations réglementaires. C'est extrêmement important de pouvoir être rassuré sur le cadre de conformité qui va vous être apporté via la solution de signature électronique que vous choisirez. Finalement, croire que signer un document suffit, euh, c'est pas suffisant. Ce qui va être important, c'est de pouvoir valider la valeur probante du document que vous aurez signé de par les qualifications de votre fournisseur. Et le troisième point qui est très important également, parce qu'on parle finalement de transformation digitale ou en tout cas de transformation des processus documentaires, ce serait de mettre la signature dans un silo unique. Euh, la signature électronique fait complètement partie des workflows existants des organisations et doit s'y intégrer.
Donc ça, on brosse ici à haut niveau avec vous ces premiers enjeux. Maintenant, rentrons ensemble un peu plus particulièrement dans les différents niveaux de signature électronique. Et finalement, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les conversations qu'on a avec les organisations avec lesquelles on travaille. Donc, je vous l'ai dit, tous les niveaux de signature ne se valent pas. Et il y a une catégorisation très simple hein, qui est établie par la réglementation IDAS qui dénombre trois niveaux de signature. Le premier niveau de signature, c'est le niveau simple, c'est le niveau le plus léger, rapide, pratique et il va être tout à fait adapté au cas d'usage simple. Le deuxième niveau de signature, on parle de signature avancée. C'est celui qu'on va retrouver aujourd'hui dans la très vaste majorité des cas d'usage business. Ce qui va être intéressant avec le niveau de signature avancée, c'est qu'on va avoir un niveau de sécurité plus fort et plus de garanties sur l'identité et l'intégrité du document. Et enfin, la signature qualifiée, donc là, c'est le niveau le plus élevé, qui va être réservé à certains cas sensibles. Donc, c'est très important de pouvoir l'appliquer dans les cas d'usage qui le requièrent, mais il ne faut pas par défaut appliquer la signature qualifiée à tous les processus de signature auxquels vous pouvez faire face. Ce qu'il va falloir définir, c'est le bon niveau de signature eu égard au risque métier engendré par le contrat qui est assigné et non pas prendre ça par le prisme de la complexité technique. Donc maintenant qu'on a revu ensemble ces trois niveaux de signature, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les rapprocher des différents cas d'usage. Et finalement, penser qu'il faille choisir, comme on l'a vu, le niveau le plus élevé, c'est ni nécessaire, ni recommandé dans bon nombre de cas d'usage. On en a listé ensemble quelques-uns. Si vous prenez le cas d'un devis ou de conditions générales de vente, une signature simple peut tout à fait suffire pour ce genre de cas d'usage et elle peut être absolument appropriée. Par contre, si on s'intéresse à un contrat d'assurance, là, il sera requis d'utiliser une signature avancée. En tout cas, ce sera dans de nombreux cas bien plus adapté. Certains acteurs plus régulés, et c'est ce qu'on évoquait ensemble en termes de finances, de conformité ou encore de KYC, pour cela, on va pouvoir prendre la signature avancée avec des certificats qualifiés. Et puis certains actes très spécifiques, eux, vont requérir une signature qualifiée, hein, des actes des contrats particulièrement sensibles. Donc la bonne approche, c'est d'être en adéquation avec le risque qui est lié au contrat que vous souhaitez signer. Il faut finalement adapter le niveau de signature au cas d'usage auquel vous faites face. Donc, avant de passer la main à François-Xavier et qu'on rentre ensemble un peu plus dans le détail de cas d'usage client que nous pouvons vous partager aujourd'hui, on peut peut-être ensemble revenir sur trois principales idées préconçues quand les organisations souhaitent mettre en œuvre la signature électronique ou bien accélérer sur ce type de processus. La première, vraiment, je le répète, la signature qualifiée est obligatoire partout. Non, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment pouvoir mettre ça en relation avec votre cas d'usage. Dans la majorité des cas business, on l'a vu ensemble, la signature avancée va être largement suffisante. La deuxième idée reçue, c'est que finalement tous les fournisseurs vont offrir le même niveau de sécurité. Là aussi, c'est faux. Il faut vraiment faire attention aux certifications pardon, des différents fournisseurs, aux mécanismes de preuve qu'ils vous mettent à disposition, l'hébergement, la qualification IDAS, évidemment. Donc tout ça peut très largement varier d'un fournisseur à un autre et c'est des points d'intention extrêmement importants. La, tro- la troisième idée reçue pouvant être que passer au digital, c'est compliqué. Non, je pense que c'est des processus qui aujourd'hui sont quand même bien maîtrisés au sein des organisations. Et ce qui va être clé, bah, ça va être le bon accompagnement
avec un bon accompagnement, on se rend compte que les projets avancent généralement de manière assez rapide et la prise en main des outils est assez simple. Ceci étant posé, pour aller plus loin sur ces enjeux de conformité, de sécurité, pour comprendre ensemble comment, faire pour choisir la bonne solution, je te passe la main François-Xavier, si ça te convient. Eh ben écoute, merci beaucoup, Laetitia. Effectivement, c'est vrai que maintenant qu'on a posé les bases et qu'on comprend au final un petit peu mieux, ce qu'est une signature électronique, ce qu'elle n'est pas aussi, je vous propose moi qu'on parle d'un sujet, qui est absolument central et qui est la conformité que tu avais commencé à aborder, Laetitia. Ouais, Parce qu'au fond, en fait, une signature électronique, elle n'a de valeur que si elle est juridiquement robuste. Et robuste est le terme important. Et c'est souvent là, au final, que les choses elles deviennent un petit peu plus complexes. Il y a beaucoup d'entreprises qui regardent d'abord l'interface, la facilité d'usage, parfois le prix. Et on le sait, c'est hyper important. Mais il y a un autre sujet qui est pour moi sous-estimé, et c'est là où Signaturite en a fait sa force. C'est qu'est-ce qui se passe le jour où un document est contesté. Le jour où vous devrez, par exemple, prouver qu'un document il a bien été signé dans les règles, c'est là, au final, qu'il va falloir regarder un certain nombre de critères qui sont essentiels. Et le premier de ces critères, c'est la conformité EIDAS. EIDAS, c'est on va dire, le socle réglementaire européen. C'est ce qui pose les bases de la signature électronique. Et là, on est dans le premier critère. Pour moi, le critère qu'on regarde un petit peu, et c'est ce que j'essaye de aussi présenter à mes clients, c'est si le fournisseur est un prestataire qualifié. On appelle ça un Qualified Trust Service Provider. C'est comme ça que le règlement EIDAS l'appelle. Et c'est un terme qui est important parce qu'au final, on va nous garantir un certain niveau d'exigence. Et l'exigence, elle passe par des des audits d'exigence, de sécurité. Nous, par exemple, on est audité par l'organisme qui s'appelle LSTI, et d'ailleurs, tous les prestataires français le sont. L'autre point qui est également central, ça va être l'hébergement des données. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'entreprises qui se posent des questions de souveraineté, de conformité, RGPD, de contrôle des données, enfin beaucoup d'entreprises françaises. Et pour nous, c'est un point important. Donc évidemment, toute la donnée chez Signaturite et pour la solution de signature électronique dont on parle aujourd'hui, qui est Universign, toute la donnée est stockée en France. Ensuite, il y a des éléments qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais tout aussi importants. C'est l'heurodatage qualifié, la conservation des fichiers de preuve et la capacité à garantir une valeur probante dans le temps. L'heurodatage qualifié, j'aimerais revenir dessus parce que c'est un des points que moi que j'expose à mes clients et qui est pour moi le principal d'ailleurs, hein. Si vous signez une signature électronique avec certains de nos confrères qui n'appliquent pas d'eurodatage qualifié, si vous modifiez à la main la date et l'heure de votre ordinateur, vous allez pouvoir antidater ou post-dater une signature. Et ça, juridiquement, c'est un sujet principal. Et c'est vrai qu'en général, quand on commence à le présenter aux équipes juridiques, forcément, c'est un point d'attention. Avec la solution de signature et de groupe, on vient se baser sur une horloge satellitaire au lieu de l'heure du poste de travail. Et c'est là que la conformité intervient. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont pour moi importantes, et ça fait partie des choses que je dis aux entreprises avec lesquelles je travaille. Et ça nous amène ensuite à un sujet qu'on voit encore très mal compris, c'est la valeur probante. Parce qu'on entend parfois j'ai signé un PDF, donc je suis protégé. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Un PDF signé, à lui seul, ça ne suffit pas forcément comme valeur devant un juge, et d'ailleurs au même titre qu'une signature qui va être scannée. Si votre client demain, il vous signe un contrat et
il vous envoie la signature scannée, juridiquement, ça n'a pas de valeur. Ce qui fait la solidité d'une signature, c'est tout l'écosystème de preuves qu'on va pouvoir apposer autour. Donc la première chose, c'est le fichier de preuve. C'est la traçabilité de tout ce qui s'est passé sur le document à partir du moment où le client a signé, qui a reçu le document, quand, avec quel appareil, quelles actions ont été réalisées. On va pouvoir tracer, par exemple, nous, nos signatures simples viennent toujours avec une double authentification, ce qui veut dire un code OTP. On va pouvoir tracer cette chose-là. Et le but, c'est de pouvoir démontrer qui a signé et avec quelle valeur. Puis après, on peut peut-être aussi parler de tout ce qui est intégrité documentaire, de l'horodatage, qui est qualifié de notre part, ce que je vous expliquais juste avant, et de pouvoir précisément pointer ce qui s'est passé sur la transaction, ce qui s'est produit. Donc voilà. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la conservation. Parce qu'un contrat, parfois, on le ressort 5, 7, 10 ans plus tard. Il faut que cette preuve, elle reste exploitable dans le temps par les services juridiques. Et donc, pour moi, c'est un des points principaux. Avec la solution Signature-ID, vous avez donc de la conservation à valeur probante, qui est un point clé aussi de notre offre et qui en fait partie d'ailleurs. Donc maintenant, qu'on a vu les fondations juridiques, réglementaires, on va regarder quelque chose d'un petit peu plus concret. Où est-ce que les entreprises, elles créent réellement de la valeur avec la signature, électronique? Et ce qui va être intéressant sur cette partie, c'est que ça dépasse largement, le juridique. On va prendre un exemple, qui est l'exemple des ressources humaines. On pense, forcément, aux contrats de travail, aux avenants, aux documents d'onboarding, charte de télétravail. Mais l'impact, il peut être aussi du côté, de l'expérience candidat. C'est ce que j'essaye, par exemple, de présenter côté commercial. On parle évidemment de devis, de contrats, de CGV, avec des impacts directs, bah, sur les délais de signature. Vous imaginez bien, on envoie nos contrats via signature électronique et ça permet grandement de réduire le temps de signature. Côté peut-être juridique, on peut avoir tous les accords de confidentialité, les validations, même si c'est des validations internes, ça peut passer par de la signature électronique et évidemment des contrats les plus sensibles où là, on va pouvoir aller chercher de la signature peut-être avancée ou même qualifiée dans certains cas. En finance, on va être beaucoup lié à des sujets qui sont la conformité, les mandats, le KYC. Le KYC, même si c'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aborde avec Signature et Group. On fait tout ce qui est vérification et contrôle documentaire, peut-être un sujet dont on parlera dans un autre webinaire. Petit passage sur l'immobilier. L'immobilier, beaucoup de baux, de compromis, de mandats. D'ailleurs, si vous avez peut-être acheté un appartement récemment ou même loué d'ailleurs, vous avez sûrement vu que maintenant c'est quand même assez rare d'aller à l'agence pour signer son bail. Et dans des secteurs comme peut-être l'éducation, l'hôtellerie, on simplifie beaucoup les processus administratifs. On peut, par exemple, penser aux conventions de stage dans le domaine de l'éducation. Et voilà. Justement, plutôt que de rester théorique, je vous propose de regarder quelques cas d'usage très concrets. On va commencer avec un cas lié aux ressources humaines et au groupe Manpower que vous connaissez sûrement. Leur problématique, elle était assez simple. C'est un onboarding candidat qui devenait beaucoup trop lourd administrativement. Et c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, notamment dans ce domaine, mais pas que. Quand vous avez des contrats à envoyer rapidement, parfois à distance, parce que le siège de Manpower n'est peut-être
pas là où au final se passe le recrutement, vous avez aussi un enjeu d'expérience candidat qui est fort et la moindre petite friction, elle peut compter. Donc l'objectif, c'était de fluidifier leur processus. Et ce qu'on a réussi à faire avec eux, c'est que les contrats RH donc, ont été totalement digitalisés maintenant. Le parcours candidat, il est beaucoup plus fluide et surtout, les délais de recrutement, ils ont été accélérés. Et c'est là qu'on a la vraie valeur. C'est important parce qu'on voit souvent la signature comme un sujet administratif, mais en réalité, c'est pas dans ce cas-là qu'elle est un vrai levier business. Quand on a un recrutement, bah, plus on avance vite, plus l'impact opérationnel sur notre entreprise, il est immédiat. Et c'est ça enfin qu'on a essayé de faire, qu'on a réussi d'ailleurs à faire avec Manpower. On va passer maintenant à un deuxième exemple qui est dans le domaine de l'immobilier, qui est le groupe Citia. Là encore, c'est un secteur où les volumes documentaires ils sont très élevés. C'est un petit peu l'exemple que je disais avant. Quand on signe son bail, on a en général une panoplie de documents qui fait en général facilement 20 pages. Et les délais dans ce secteur, ils peuvent être très pénalisants parce que évidemment, des jours où le contrat n'est pas signé, c'est des jours où le bien n'est pas occupé et donc c'est de l'argent au final qui n'est pas rentré. Donc leur problématique à eux, c'était plutôt une lourdeur administrative qui était importante dans le domaine de la location. Donc on multipliait les échanges, les documents, on avait du mal à les faire circuler. Il y avait beaucoup d'allers-retours avec les locataires, mais aussi les propriétaires. Et donc, on a décidé de digitaliser tous les baux. Les échanges documentaires, ils ont été évidemment réduits. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on améliore l'efficacité interne et l'expérience utilisateur. Encore une fois, c'est un vrai levier business. On va passer sur le troisième cas d'usage, qui est Fluidra. Donc on change complètement d'échelle, hein, parce on parle d'un groupe qui est international avec une vraie complexité, documentaire, qui est multi-pays, et quand vous avez plusieurs entités, plusieurs marchés, plusieurs types de validation, très vite, c'est des workflows qui deviennent de plus en plus compliqués à harmoniser. Donc on avait un objectif qui était double. C'était d'une chose, c'était de standardiser les processus et de l'autre, c'était de gagner en cohérence globale. Donc aujourd'hui, bon, le déploiement, il couvre plus de 200 utilisateurs actifs dans 15 pays et les workflows documentaires, ils ont été harmonisés à l'échelle internationale. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples pour montrer qu'un projet de signature électronique, il peut être à la fois local, mais aussi il peut être globalisé pour ceux qui ont des structures qui sont internationales. On passe bon, sur un cas d'usage, je vais essayer d'aller rapidement pour pas nous éterniser sur ces cas d'usage, mais je trouve aussi intéressant celui-là. C'est un cas qu'on aime bien partager, hein. D'ailleurs, c'est Hypotels, parce qu'on parle ici vraiment de l'expérience client. Le problème, il était assez simple avec eux, c'est que le check-in prenait trop de temps. Et dans l'hôtellerie, bah, la première impression, elle est essentielle, hein. Quand un client, il arrive, bah, peut-être fatigué après un voyage, la dernière chose qu'il veut, c'est passer du temps à, remplir des papiers. L'objectif, c'était avec eux, bah, de simplifier, et d'accélérer, ce parcours d'entrée, enfin d'arrivée. Et donc, bon, le résultat, il a été assez rapide et assez concret. On a eu une réduction d'à peu près 70 du temps consacré au checking et ça illustre bien quelque chose, c'est que la signature électronique, ça ne crée pas seulement de l'efficacité administrative, ça peut aussi transformer directement l'expérience client et ce qu'ils en perçoivent. Donc on va parler bon, là on en a 2 en un. Je voulais vous partager aussi, bon 2 exemples que j'ai également trouvé intéressants. Le but c'est de cibler aujourd'hui, hein, tous les secteurs. Le premier exemple, c'est United Credit.
Là, on est dans un environnement qui est ultra réglementé, avec des enjeux qui sont forts, au niveau surtout de la sécurité, de la conformité, de l'identité. Et quand vous faites du crédit, qui est, 100 digitalisé, vous devez aussi avoir un équilibre, qui est, enfin, vous devez réussir à avoir un équilibre. Ce que je veux dire, c'est d'un côté, vous proposez une expérience qui doit être fluide, pour les clients, et de l'autre, vous devez maintenir, un niveau de sécurité et de conformité qui est un des plus élevés du marché au final. Parce que quand on parle même, des décisions, financières, de la contractualisation et cetera, c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Et donc l'objectif, c'était de sécuriser entièrement, le parcours de contractualisation avec eux. Le résultat, qu'on a eu, c'est un parcours client qui est, aujourd'hui totalement digital, qui est, rapide, qui est fluide, qui est conforme aux exigences réglementaires, surtout, dans le secteur financier, ce dont on parlait juste avant. Et donc, bon, c'est un point que moi je trouve intéressant parce que, on voit souvent une opposition quand même entre fluidité et sécurité. En général, à chaque fois qu'on rajoute une couche de sécurité, on en enlève une, de fluidité, et en réalité, pas forcément. Parce que quand on met les bons mécanismes, les bons workflows, et ben les 2 ils peuvent parfaitement coexister. Maintenant, donc je passe plus sur le secteur de l'éducation avec l'EM Lyon, qui est une école de commerce, française. Et ici, le sujet, bon, il était, totalement différent. On parle plutôt de gestion documentaire, autour des étudiants, des admissions, des documents administratifs, et il y en a beaucoup. Et eux, comme pas mal d'établissements, il y avait énormément de complexité administrative. Donc l'objectif, c'était surtout de simplifier, les échanges documentaires avec des étudiants. Et donc on a réussi à avoir une vraie simplification pour les équipes, administratives, mais aussi pour les étudiants. Et donc encore une fois, on, revient sur l'expérience client, et on arrive à l'améliorer, et c'est aussi une chose qui est intéressante. On va passer donc maintenant sur l'exemple avec, le dernier d'ailleurs, avec Leboncoin. Et celui-ci, il était hyper intéressant puisqu'on parle d'un acteur, qui est français, qui est à très grande échelle maintenant. Et quand vous gérez des millions d'utilisateurs, la moindre friction, au final, ça devient un enjeu qui remonte, très vite. Nous, notre problématique avec eux, c'était vraiment de sécuriser, des parcours de contractualisation, tout en gardant, une expérience qui était, fluide. Parce qu'évidemment, plus un parcours il est compliqué, plus, les utilisateurs, ils ont de chances d'abandonner. Donc l'objectif, c'était vraiment de créer quelque chose de fiable, de sécurisé, mais aussi de conforme, et tout ça, ça soit invisible pour l'utilisateur final. Donc l'idée, enfin ce qu'on a réussi surtout à faire avec eux, c'est, de sécuriser, complètement le parcours digital, d'avoir une expérience utilisateur, qui est préservée, une conformité, juridique qui est, maintenue à une grande échelle, enfin à l'échelle du Bon-Coin. Et on voit finalement à travers, tous ces complexes que, les cas d'usage, ils sont, hyper variés. Mais les bénéfices, ils reviennent souvent au même sujet, dont la signature électronique, fait partie. Donc, bon, justement, si on prend un peu de recul, sur tous les cas que je vous ai présentés, juste avant, on retrouve quasiment, toujours la même, transformation. Avant un projet de signature, électronique, les entreprises, elles nous parlent, globalement toutes, ce que vous ferez peut-être, des mêmes frictions, frustrations. C'est des process qui sont parfois lents, des documents papier qui circulent partout, qui peuvent se perdre, des relances manuelles, un manque de visibilité, sans relancer, et parfois on a un sentiment de risque sur certains contrats qui peuvent être, un petit peu sensibles. Et bon, si on pousse les choses, parfois même le déploiement, est compliqué.
Donc, nous, l'idée, ce qu'on veut faire, en tout cas chez Signaturit, c'est de rendre les processus beaucoup plus fluides, vos processus beaucoup plus fluides, d'avoir une meilleure expérience utilisateur, aussi bien pour les clients, mais aussi pour vos collaborateurs, hein. D'avoir une conformité qui est impeccable, avec une vraie traçabilité et surtout de réduire, vraiment, la partie administrative. Et pour moi d'ailleurs, c'est le point essentiel. La signature électronique, elle ne transforme pas, elle ne transforme pas uniquement le moment où, quelqu'un signe. Elle transforme en fait l'entièreté, du cycle documentaire. Donc ça change, profondément la façon dont aussi vos équipes et vos collaborateurs vont travailler. En revanche, il y a, quand même un point de vigilance qui est important à avoir. Un projet de signature électronique, il fonctionne bien que s'il s'intègre vraiment dans votre écosystème métier. Pour moi, c'est, un des plus gros facteurs de succès ou d'échec aussi. Parce qu'une signature, électronique qui est isolée, ça devient juste un outil de plus, qu'on vient superposer, par rapport à tous ceux qu'on a déjà, un onglet en plus, une plateforme à côté, et très vite, au final, ça crée de la friction. Pour moi, la vraie valeur d'une signature électronique, elle apparaît quand elle s'intègre, directement dans vos workflows, dans votre par exemple, dans votre process, de souscription, dans votre CRM, dans votre ERP, dans vos outils, RH où, d'ailleurs on est partenaire de pas mal d'outils maintenant. Et oui, comme je disais, l'onboarding client qui est un des points. Mais l'idée, c'est jamais au final de demander à vos équipes de changer totalement leur habitude. C'est pas ce que nous, on essaye de faire. L'idée, c'est vraiment d'insérer, la signature au moment clé, dans vos processus. Et ça, honnêtement, ça change complètement le niveau d'adoption pour moi. Et donc, ça nous amène naturellement, à une question qu'on nous pose très souvent, c'est comment choisir le bon partenaire, pour la signature électronique? Parce que bon, on va pas se le cacher, tous les fournisseurs malheureusement, ils se valent pas. Moi, je recommande, 6 critères, pour pouvoir comparer et regarder. Le premier point, c'est les certifications. Donc vous pourrez nous retrouver d'ailleurs sur le site européen, ce qu'on appelle la European Trust List. Vous pouvez nous retrouver et vous verrez, que donc notre solution, est sous le nom de Cryptologue International et qu'on est le prestataire le plus certifié d'Europe. On parle aussi d'un autre point qui est important, c'est, la conformité eIDAS. eIDAS étant le règlement européen qui régit et pose les bases, de la signature électronique. On parle par exemple, de quelles qualifications sont réellement, reconnues, toutes ces choses-là. Il y a le deuxième point dont je voulais vous parler, donc c'est la conservation à valeur probante dans le temps. Parce qu'un document, signé, aujourd'hui, il a une valeur à l'instant T, mais il doit, rester opposable, aussi, demain ou, dans 5 ans. Donc voilà, deuxième point, sur la conservation. Le troisième critère, c'est les niveaux de signature disponibles. Donc notre solution de signature est accréditée pour tous les niveaux de signature, soit simple, avancé, avancé avec certificat qualifié et qualifié. Et donc ça, c'était le 3e point. Le quatrième point, c'est, l'expérience utilisateur. C'est vrai qu'on ne s'est pas concentré sur cette partie-là aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important parce qu'un outil, compliqué, au final, bah, ça crée du rejet et l'adoption n'est pas bonne. Voilà, c'est un point important et le cinquième, pour moi, c'est la partie API. Donc l'API, c'est ce que vous pouvez intégrer à vos logiciels. Par exemple, quand vous intégrez de la signature électronique dans votre CRM type Salesforce, notre solution va être vous allez pouvoir l'intégrer via API. C'est un point qui est important. Vous allez pouvoir l'intégrer, potentiellement à votre récit, à votre processus de souscription. Et donc ça, c'est des points qui sont très importants. Il faut évidemment des API performantes. Et le sixième et le dernier critère, c'est l'accompagnement. Qui est derrière? Parce que pour moi, un projet, et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients,
un projet, il réussit pas si il y a juste une technologie, mais il y a rien derrière. Pour moi, c'est de l'expertise, c'est du conseil, c'est de la conduite. Et en interne, on a des Customer Success Managers donc, qui vont vous accompagner pour l'intégration et vous suivre tout au long de notre relation avec Signature. Et donc, bon, pour terminer cette partie, je voulais juste vous laisser sur une sorte de mini checklist projet, parce qu'avant de lancer le projet de signature électronique, il y a quelques questions à se poser. La première, c'est quel niveau de signature il me faut réellement, donc en fonction de votre cas d'usage. Peut-être une autre question sur quels sont les risques que je dois couvrir, que la signature électronique doit couvrir, des risques juridiques, des risques réglementaires peut-être, quelle est ma sensibilité documentaire en interne, où est-ce que je veux que mes données soient stockées. Et au final, le point central de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, entre souveraineté des données RGPD, hébergement européen, c'est des sujets qui peuvent sembler complexes, mais qui sont centraux. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont pour moi essentiels. Et puis après, bah, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Vous avez quand même la partie comment la solution va s'intégrer dans votre écosystème. Donc, par exemple, dans votre système d'information, est-ce qu'il y a des API, des connecteurs, peut-être qu'on est partenaire avec un des logiciels que vous utilisez. Donc voilà, c'est des points qui sont importants. Et puis après, évidemment, vous aurez la partie expérience utilisateur, parce que un bon projet, au final, c'est bah, un projet adapté, tout simplement. Donc voilà. Merci Euh, beaucoup François-Xavier. avec- C'était effectivement très enrichissant sur les questions-réponses. Peut-être que tu veux revenir sur ces trois idées à retenir avant qu'on passe aux questions. Peut-être avant de conclure, Laetitia, si je devais résumer très simplement ce qu'on vient de voir aujourd'hui en trois messages simples, ça serait bah, le premier message, c'est que la signature électronique, c'est aussi un vrai levier business. C'est pas juste un sujet administratif ou juridique. Ça peut aussi accélérer les processus, ça améliore l'expérience utilisateur et ça réduit énormément la friction. L'autre message bah, que j'espère vous avoir fait passer, c'est que bah, tous les niveaux de signature, clairement, ils se valent pas. Le bon niveau, il dépend de votre contexte et du risque peut-être qu'il y a derrière aussi. Ça, c'était le deuxième point. Et le dernier, bah, peut-être le plus important au final, c'est que la valeur d'une signature, elle repose au final sur sa conformité et sur son intégration dans vos écosystèmes. Parce qu'une signature qui n'est pas juridiquement solide et qui n'est pas bien intégrée, bah, ça finit souvent par créer au final plus de problèmes que ça en résout. Et sur ce, je te laisse la parole, Laetitia, pour conclure. Merci beaucoup pour le détail des cas d'usage, pour la checklist et rassembler effectivement les points à retenir. Si vous souhaitez évidemment aller plus loin sur ces sujets, on aura compris ensemble que la signature électronique est un processus métier finalement. Et si vous souhaitez qu'on aille ensemble un peu plus loin là-dessus, n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour qu'on puisse pardon, vous partager une démonstration adaptée à vos cas d'usage. Si vous avez des doutes ou des questions sur les usages que vous avez avec votre solution actuelle, on peut aussi vous accompagner pour faire un point ensemble sur la conformité au regard des cas d'usage et votre niveau de signature requis au regard des cas d'usage. Et puis, tout simplement, hein, si vous souhaitez faire un benchmark sur la manière dont vous opérez aujourd'hui. On est toujours ravis d'échanger avec vous. Eu égard au temps qui nous est imparti, François-Xavier, je te propose qu'on essaye de prendre
une ou deux questions, pas plus, et puis Bien sûr. on répondra aux autres une fois le webinaire terminé. Euh, la première question, peut-être qu'on n'a pas été assez clair, donc répétons-le. C'est sur euh, les niveaux de signature à appliquer suivant les différents use cases. Quelle est Mmh. ta clé de lecture? Enfin, qu'est-ce que tu peux proposer finalement comme clé de lecture sur le sujet? Alors, la première chose, c'est, que pour savoir le niveau de signature que vous devez, utiliser, évidemment, on va pouvoir vous faire des recommandations, mais vous devez toujours être conseillé, par vos équipes juridiques, qui sont, les plus compétentes. Nous, sur les différents niveaux de signature, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé aujourd'hui, et de leur au final, de leur complexité et de ce qui se passe derrière. On a 3 grands niveaux qui se distinguent. La signature simple où, globalement, on dans un processus, classique, on reçoit un mail, un code OTP et on va pouvoir finaliser sa transaction. Une signature avancée, on passe sur un contrôle de la pièce d'identité, donc déjà un petit peu plus lourd et sécurisant. Et la signature qualifiée, qui est le plus haut niveau, on vient donc contrôler la pièce d'identité, mais aussi faire un face matching. Donc on va contrôler que la personne qui télécharge la pièce d'identité est bien la personne qui est en face de nous. Ces niveaux, on va dire que la signature simple est utilisée à 90% du temps pour les usages. Par exemple, bah, nous, chez Signaturite, on l'utilise pour la signature de contrat de travail, la signature simple. La signature avancée, donc là, on commence à passer en général sur des secteurs qui sont un petit peu plus réglementés. Par exemple, sur tout ce qui est domaine banque, finance, assurance, on est souvent sur un niveau avancé. Et donc, la signature qualifiée, donc là, c'est le niveau qu'on pourrait appeler un petit peu extrême, mais plutôt le plus haut niveau, qui en l'occurrence est utilisé essentiellement par les professions réglementées, qui sont dans la majorité des cas les notaires, mais aussi les avocats. Mais attention, la signature électronique qualifiée elle peut aussi être demandée dans certains cas et par exemple pour vos démarches auprès de l'INPI ou de services réglementaires, enfin en tout cas de services étatiques. Merci beaucoup. Euh, Peut-être une dernière question et on traitera les autres hors ligne, pardon, hors ligne. C'est une question un peu challengeante, mais pourquoi pas, essayons. Euh, Quels sont les principaux points de différenciation de la solution Signaturite versus les concurrents? On sait que c'est un marché concurrentiel type Usign, DocuSign. Quelle clé de lecture tu proposes ici, François Mm. Pellier? En fait, c'est vrai que pour vous, clients, ça peut être un petit peu compliqué maintenant parce que on va pas se mentir, toutes les solutions de signature électronique maintenant, elles proposent les mêmes fonctionnalités. Il y aura toujours des différences, évidemment, mais globalement, les outils se ressemblent. Ce qui ne se ressemble pas, en revanche, et on en a parlé aujourd'hui, c'est toute la conformité qu'il y a derrière. On a parlé, bah, par exemple, de l'eurodatage qualifié, qui est pour moi un des points les plus importants. On parle aussi bah, du stockage des données. Si vous, par exemple, si vous utilisez les signatures électroniques de certains confrères, vous n'êtes pas à l'abri que votre donnée ne soit récupérée par les États-Unis, par exemple. Donc, c'est des points qui sont au final hyper importants. Et maintenant, les grandes entreprises qui ont en général des conseils juridiques assez importants, elle prête beaucoup d'attention à ces sujets-là et peut-être même plus que les fonctionnalités. Parce que c'est là où la distinction se fait. Et encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur la European Trust List et vous verrez que Cryptologue International est le prestataire le plus certifié d'Europe. Donc, pareil, c'est un point qui est pour moi essentiel. Très intéressant et je pense qu'il faut être ouvert sur le sujet pour que les choix puissent être faits de manière éclairée. Merci à tous pour votre attention. Aujourd'hui, évidemment, on vous partage l'enregistrement d'ici quelques jours et on ne manque pas de revenir vers vous pour répondre aux questions que l'on n'a pas pu traiter aujourd'hui.
Excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci François Merci Xavier. beaucoup, au revoir.